Bonjour Aude, ça me fait très très plaisir de t'avoir avec nous parce que figure-toi que là tu viens d'embarquer sur les 23 jours d'écriture à domicile qui est un voyage anti-confinement et créatif sur lequel ont embarqué 99 autres personnes qui écrivent tous les jours maintenant. Eh ben, bonjour Natacha, ravie de faire partie de ce voyage et bonjour à tous. Alors je te reçois aujourd'hui pour ton nouveau livre, L'île déchirée, qui paraît aux éditions de Lamentin et qui est sorti, tu me diras exactement la date. Oui, en novembre dernier. D'accord. Et donc avant de parler de ton livre, j'aimerais bien te présenter. Donc Aude l'a fait. On s'est rencontrés parce qu'on fait le même métier. Tu animes comme moi des ateliers d'écriture, des stages, et tu suis des personnes au niveau de leur écriture et dans leurs projets d'écriture pour les aboutir. Et puis, la petite différence entre nous, c'est que tu es française et tu t'es installée en Belgique, tandis que moi, je suis belge et je me suis installée en France. Voilà. Voilà, exact. Euh, on se retrouve sur le plaisir des voyages. Je crois que tu as vécu bien plus que moi. Tu as vécu dans beaucoup d'endroits avec ton mari danois et tes enfants. En Afrique, beaucoup. Oui, tout à fait. On a vécu pas mal dans différents pays. On a vécu un an à Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, et puis en Tanzanie, un an aussi avec notre premier enfant. Et ce sera sans doute le sujet du prochain livre. Enfin, ce sera le sujet du prochain livre sur lequel je travaille en ce moment. On a D'accord. aussi vécu aussi en Amérique latine. On a vécu dans République tchèque et on a vécu une année à Chypre, qui est vraiment le sujet de ce roman policier-là. Oui, alors justement, ce que j'avais envie de te demander, c'est ce livre. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que le personnage principal, c'est l'île de Chypre, mais c'est bien plus qu'une toile de fond. Oui, tout à fait. Mais donc, j'ai été très touchée par ce pays dans lequel nous avons vécu un an. Et toutes les tensions que j'ai senties entre les populations, sur le territoire, même dans les paysages, toutes ces odeurs, etc., voilà, ce lieu m'a beaucoup touchée. Et donc, j'ai tout de suite eu envie d'écrire dessus. Et j'ai beaucoup lu sur l'histoire de Chypre, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des entretiens, et tout ça m'a donné vraiment envie de faire ressortir Chypre presque comme un personnage. C'était quoi votre vécu quand vous êtes arrivé? Est-ce que tu connaissais un peu l'histoire? Non, très mal. On n'a pas su tellement à l'avance qu'on allait partir là-bas. C'était essentiellement pour le travail de mon mari. Et du coup, j'ai lu un peu sur la situation politique, qui est quand même assez compliquée. Est-ce que Et tu en peux arrivant, dire un mot? Qu'est-ce qui s'est passé oui, exactement? voilà. Donc on verra dans le livre, apparaît un petit peu cette histoire-là. Mais donc, en gros, pour résumer en quelques mots, c'est donc les militaires turcs qui envahissent le nord de Chypre en 1974 et qui donc oblige la population d'origine chypriote grecque à descendre dans la partie chypriote grecque au sud et tous les chypriotes d'origine turque donc à remonter dans la partie nord. Et donc à partir de ce moment-là, les populations sont divisées avec impossibilité de traverser ce qu'on appelle cette Green Line qui est donc gardée par l'ONU jusqu'en 2003 au moment de l'ouverture des checkpoints. Mais donc jusque-là, c'est vraiment des populations confinées, c'est ce qu'on vit actuellement, et qui avec impossibilité pour beaucoup de retourner dans les villages et dans les maisons où ils ont grandi et où ils ont vécu toute leur vie. Donc c'est vraiment il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de tabous que moi j'ai ressentis en arrivant là-bas, et ce sont tous ces ressentis, ces tristesses, ces choses parfois très difficiles à palper, mais vraiment même à décrire et dont les gens ne parlent pas, qui m'ont donné envie d'écrire ce roman. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi un polar, la forme du polar pour ce roman? Mais au début, c'était pas l'idée. L'idée m'est pas venue tout de suite. Je partais un peu sur l'idée d'une histoire d'amour plutôt, avec donc deux jeunes séparés par cette division de l'île, empêchés de se revoir avec l'histoire de leur famille respective. Et puis peu à peu, je me rendais compte que toute l'histoire donc il y a pas tellement enfin, l'élément. La politique n'a pas un rôle vraiment fort dans le livre, mais on essaye de comprendre un peu voilà, tous les éléments de l'histoire à partir de 74 et même avant, finalement, les tensions datent d'avant. Et donc, du coup, toute l'histoire de ces églises aussi qui ont été pillées dans le Nord, qui sont devenues parfois des lieux d'habitation, des bergeries, des écoles pour les enfants. Mm. Voilà, ça m'a beaucoup touchée. Et donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire ressortir, voilà,
tous ces éléments-là dans une seule histoire. Et le roman policier, finalement, est venu un peu comme un défi que je me suis lancé. Pourquoi pas un roman policier avec donc l'histoire de ces œuvres d'art pillées. Donc, je ne vais pas dévoiler le sujet du récit, mais voilà, et l'histoire de ces églises, de ces religions aussi qui se mêlent. Et donc, finalement, ce défi, je me suis dit, voilà, pourquoi pas le roman policier. Et puis, peu à peu, je me suis laissée prendre à mon jeu et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à écrire un roman policier. Et je me suis mis, du coup, à en lire aussi beaucoup moi-même. Donc en fait, le roman policier, ça permettait de faire une sorte d'enquête, qui était une des choses que tu avais envie de faire autour de cette histoire et de cette île. Voilà, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et puis du coup, j'avais aussi envie que ce soit empreint de souvenirs et de choses plus précises, de détails de cette histoire. Et donc, j'ai interviewé des gens, en outre un archéologue qui a été vraiment adorable et qui m'a beaucoup inspirée aussi pour le projet, pour le personnage de Michaelides. Et donc voilà, j'ai mené mon enquête à ce moment-là, pendant l'année où nous avons vécu là-bas en 2012. Alors justement, est-ce que tu peux, sans déflorer évidemment trop les choses, mais dire quelle est l'histoire? Et bien donc c'est un matin, on découvre un corps dans donc les boyaux de la Green Line, donc qui sépare le nord et le sud de la ville de Nicosie déjà. Donc c'est un endroit, excuse-moi de te couper, mais c'est un endroit où on peut pas aller. C'est quoi cette Green Oui, Line? on appelle ça un boyau, c'est vraiment l'endroit où le pays est divisé en deux, et donc la ville de Nicosie, la capitale, est divisée en deux, et donc c'est un endroit où des patrouilles de l'ONU peuvent circuler, et donc qui est interdit, et qui est en plus complètement abîmé, déchiré, et donc voilà, ça peut être dangereux, et donc ce lieu est a priori déjà un lieu dans lequel on ne va pas, donc de retrouver un cadavre là est déjà pas anodin, et donc l'inspecteur Michaelides est appelé sur le lieu du crime. Et voilà, il va très rapidement se mettre en contact avec la famille de la victime pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, entre le deuxième personnage donc en ligne, et là, c'est Eleni, la sœur de la victime, qui vit à Londres, qui travaille à Londres, et qui va revenir dans son île, essayer de comprendre ce qui est arrivé et découvrir toute une part insoupçonnée de la vie de son frère. Et donc, on va peu à peu, à côté d'elle et de l'inspecteur, essayer de comprendre les derniers mois qu'a vécu Stavros, donc celui qui est assassiné dans son île. Et donc en fait, est-ce que c'est juste si je dis que finalement Eleni découvre et son frère, mais aussi des pans cachés de l'île qu'elle n'avait pas perçus, de Tout l'histoire à fait. de ce que vit l'île? Oui, tout à fait. Et du coup, c'est un moment aussi, elle redécouvre son île, elle s'y attache à nouveau, même si elle a toujours, elle y va tous les ans depuis qu'elle a immigré, donc en Angleterre, mais elle est donc très attachée. Et tout d'un coup, ce n'est pas seulement qu'elle a envie de découvrir son île, elle la connaît, mais elle a envie de s'attacher à toute l'histoire religieuse et l'histoire de ses objets, et donc vraiment la recherche de ses œuvres d'art pour essayer de défendre sa culture et son patrimoine se révèle à ce moment-là, et c'est ce qui va finalement la tenir. Lui donner un but après la mort de son frère, qui est difficile à vivre. Et donc, elle se dit, voilà, c'est aussi ça qui me motive. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon, je vais trop dévoiler. D'accord. Alors, il y a la maman qui apparaît aussi. À quoi te sert ce personnage? Xenia, donc Xenia, la mère d'Eleni et de Stavros, donc c'est vraiment la chypriote grecque qui a vécu la scission de l'île, parce qu'elle elle a fui quand sa fille était jeune et son fils n'était pas encore né, elle était enceinte de lui. Et donc elle représente toute cette génération qui a vécu la division de l'île, qui a connu l'île avant, et qui transmet, même si elle n'en parle pas beaucoup, qui transmet en tout cas ce vécu-là à sa fille et à son fils donc décédé. Donc c'est cette génération qui est aussi la génération de l'inspecteur, que je voulais mettre aussi en mots, voilà, à travers ces personnages. Est-ce que tu sais comment ont réagi les Chypriotes à la lecture de ton livre? Est-ce qu'il y a des Chypriotes qui l'ont lu? Non, pas tellement. J'ai un ami qui vit là-bas et qui a relu le livre aussi pour tout ce qui est exactitude, les lieux, etc., qui a été touché et qui aussi a dit que voilà, c'est tout un pan de l'histoire qui n'est pas facile. Après, il n'est pas encore traduit en grec, hein, et il est en voie d'être traduit, j'espère, en anglais. Donc, je pense qu'à ce moment-là, j'aurai plus de retours. Mais pour le moment, la langue française voilà, limite l'accès à tous ces gens que je connais là-bas. Est-ce que le confinement a eu des conséquences pour toi, pour la sortie de ce livre, ou en tout cas sa diffusion? Oui, bah, la sortie non, puisqu'il est sorti en novembre, et donc on a eu l'occasion de faire une soirée de lancement à Paris et à Bruxelles.
Alors celle de Paris était juste avant le confinement, donc voilà, ça s'est fait de justesse. Après, je devais effectivement faire la promotion au Salon du Livre de Paris, au Quai du Polar, parce qu'il avait été sélectionné par un libraire au Quai du Polar à Lyon. Et donc voilà, le week-end prochain, ça devait avoir lieu ce week-end et ça a été annulé. Donc effectivement, c'est beaucoup plus difficile. On peut toujours lire hein, et commander par Internet, mais voilà, ça réduit effectivement, en tout cas, le fait de rencontrer les lecteurs, et ce qui est une partie du travail que moi j'aime beaucoup. Oui, c'est ça. On Ouais. mettra un lien pour ceux qui voudront le commander par Internet. Ouais. J'avais envie de te parler aussi de ton processus créatif, comme on s'adresse là à toutes des personnes qui écrivent également. Donc, comment tu décides, quand tu commences un roman, comment ça se passe pour toi? Mais je dirais que chaque projet a son propre processus. Ça change en fonction de ce que j'écris. Pour celui-là, pour L'Île déchirée, je me suis vraiment donné. J'avais passé beaucoup de temps sur le dernier et parfois d'avoir des temps de travail, en tout cas sur plusieurs années très longs, c'est épuisant. En fait, il faut trouver un souffle sur la longueur. Voilà, c'est comme un marathon. Donc voilà, je m'étais dit, je me donne ce défi de le faire en un an. De septembre à juin, une année scolaire entre guillemets, et voilà, d'écrire tous les matins, 3 heures minimum, et de m'y mettre et de me dire voilà, au moins que j'ai un premier jet pendant cette année d'écriture. Et donc je me suis vraiment bloqué ces heures-là en me disant je me coupe de toute communication extérieure et même d'internet. Je relègue pour plus tard tout ce qui est recherche, documentation, entretien, et je reste vraiment sur l'écriture même. Et ça a fonctionné. Et je pense que ça m'a donné justement beaucoup de plaisir parce que j'avais ce niveau voilà, de course à tenir et qui était, je pense, tout à fait réalisable sur un an, alors que sur 3 ou 4 ans, ça aurait été peut-être beaucoup plus difficile. Voilà. Mais ça demande de mettre en place des journées d'écriture intenses et de s'y tenir, quoi. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et passionnant. Et après, le fait une fois que tu as eu écrit ce premier jet, comment tu as travaillé ensuite? Est-ce que tu as cherché un éditeur pour pouvoir faire un travail éditorial ou est-ce que tu as déjà travaillé par toi-même, retravaillé Oui, mais je dirais que j'ai passé presque une petite année à retravailler déjà la structure avant même de plonger dans le style, etc. Vraiment la structure, les fils. Voilà, un polar, ça veut demander d'avoir des pistes, des mauvaises pistes, des bonnes pistes et de filer vraiment donc quand on couvre, vraiment filer des pistes qui arrivaient ou qui n'arrivaient pas. Mais en tout cas, il faut conclure toutes ces pistes-là quand on écrit. Donc c'est un travail complexe. Donc mon synopsis a évolué énormément. J'en ai eu beaucoup qui se sont d'ailleurs énormément transformés du premier au dernier. Donc, il fallait mener ça de front. Donc, tout ça, je l'ai retravaillé au niveau de la structure et de l'intrigue. Et puis après, j'ai travaillé le style. Et l'année suivante, quand j'ai trouvé mon éditeur, parce que donc j'ai longtemps hésité aussi à l'autopublier, pour avoir une plus grande liberté. Finalement, je l'ai envoyé à des grands éditeurs, j'ai des réponses négatives. Et c'est un petit éditeur, donc les éditions du Lamentin, qui ont eu un coup de cœur, avec lesquels j'ai travaillé au moins 6 mois aussi sur à la fois l'intrigue, la structure, les personnages et un peu le style. Mais c'est un travail qui est passionnant aussi, et ça, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce travail éditorial alors? Déjà un regard extérieur sur une intrigue, parce que étant mon premier polar, il y a des choses qui me semblaient tout à fait évidentes qui ne l'étaient pas. Donc parfois des ellipses, je passais trop vite à quelque chose, à une piste, une deuxième piste sans avoir forcément tout conclu. Et donc c'est important de conclure chaque idée. Donc c'était ça, les cohérences de personnages aussi. Après, le style, c'est plus du mot à mot, mais je pense que, comme tout le monde le sait, et voilà, beaucoup de ceux qui écrivent savent, quand on est le nez dans le guidon, c'est toujours très difficile de se rendre compte des doublons, des choses qui sont redites ou qui ne sont pas assez expliquées. Donc, c'est aussi ce regard extérieur qui est important. Ouais. Tu parlais à un moment de j'ai hésité à l'autopublier pour avoir plus de liberté. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Mais je pense que toute la recherche, voilà, la recherche d'un éditeur prend du temps, est longue, parfois est tellement décourageante qu'on a tendance à se dire bah non, finalement, je passe au prochain, je le laisse dans un tiroir, et c'est dommage. Je pense que c'est vraiment important, c'est ce que je conseille toujours aux participants des ateliers d'écriture, de les faire vivre ces romans. C'est important qu'ils vivent et qu'ils aient une voix pour qu'on ait aussi plus d'énergie pour les suivants. Et donc voilà. Et effectivement, je pense que quand ce procédé prend trop de temps, mais je pense que l'autopublier, c'est aussi une solution qui marche bien. Et maintenant, avec voilà, tous les médias et tout ce qu'on peut mettre en ligne, c'est vraiment tout à fait possible de faire lire son livre via Internet. Donc voilà, je conseille aussi.
D'accord. Alors, pour revenir à tes personnages, parce que tu disais qu'il y avait un personnage, celui du commissaire, qui est un personnage qui a été un peu inspiré de quelqu'un que tu avais rencontré sur place. Ou sinon, comment tu travailles tes personnages? Est-ce que tu fais comme Simenon? Je dis ça avec un clin d'œil parce que souvent on utilise la fiche de personnage d'identité qu'utilisait Simenon. Comment tu travailles ton personnage, toi? Ben oui, je suis passée par pas mal de fiches. En fait, les personnages ont plusieurs fois changé d'âge, changé de contexte de vie, de métier, de lieu d'habitation, parce que donc à la fois Estavros et la sœur Eleni ont émigré à différentes périodes, et donc en faisant des fiches de personnages, vraiment leur motivation, et aussi en travaillant, moi je travaille aussi à partir de Bernard-Marie Coltès, qui fait des fiches donc de personnages pour vraiment aller creuser leur voix intérieure, leur lieu de vie, un peu comme un portrait chinois, à quoi ils ressemblent, quelles sont leurs motivations, pour aller creuser un petit peu comme une discussion, comme si je disais, bon voilà Stavros, maintenant tu t'assois là et on va discuter tous les deux, et voilà, pourquoi tu as fait ça, quelle est ta motivation vraiment, et quelle est ta relation à ton pays, quelle est ta relation à l'étranger, à l'exil, à la religion. Et c'est le fait de discuter avec eux et de noter ces idées dans des fiches et dans des tableaux au départ, qui peu à peu, en fait, on est dans la rédaction de cette fiche, et peu à peu, on rentre dans l'histoire et on rentre dans l'écriture même. Et finalement, une partie de ces fiches devient la matière même du récit. C'est ça. Est-ce que tu vas jusqu'à faire un casting et leur trouver une image à tes personnages? Non, ça, j'ai pas fait. Et j'avoue que moi, j'ai pas forcément besoin d'un physique très précis au départ, en tout cas quand je commence l'écriture. Elle se précise au fur et à mesure dans les besoins de l'histoire, parce que parfois on est confronté à des situations où on a besoin de savoir quelle taille il fait, quelle largeur il fait, comment il s'habille, la couleur de ses yeux. Mais ça vient au fur et à mesure. Et non, j'ai pas encore fait ce jeu-là de devoir trouver une image. Mais ça me plaît bien, ça. Pour toi, écrire, c'est quoi, Aude? Pour moi, écrire, c'est me connecter à l'essentiel, je dirais. Et là, je pense que c'est une question qui est encore plus intéressante maintenant qu'on est confiné. Voilà, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui nous porte quand, on va dire, nos équilibres se fissurent, où il faut trouver d'autres équilibres et des raisons d'être. Mais c'est aussi un moyen je dirais presque de méditer, en tout cas de trouver un sens, de me poser, et puis aussi de me faire plaisir, parce que je découvre des choses, je pars dans l'écriture, et si je me laisse vraiment aller, je vais dans des lieux où je n'aurais jamais été si j'avais pas écrit. Et les fiches et le travail vraiment préparatoire est intéressant, mais c'est plus mesuré, on est plus dans quelque chose de rationnel, d'essayer d'être logique, alors que l'écriture même, c'est finalement, les personnages nous emmènent, on part sur une odeur, sur un objet, sur une image qu'on a d'un lieu, et puis tout d'un coup on rentre et on découvre ce lieu. C'est comme si on rentre en 3D dans un univers, et donc ça, je pense que ça nous permet de nous évader, comme la lecture d'ailleurs. Et dans ces temps de confinement, ça fait beaucoup de bien. Et justement, le personnage dans ce livre-là qui t'a emmené par la main le plus, ce serait lequel? Eh bien, je pense que finalement, c'est quand même l'inspecteur Michaelides Ouais. qui m'a permis vraiment d'aller, parce que voilà, je dévoile, mais à un moment, il va devoir se rendre dans le territoire du Nord, ce qu'il n'a pas fait depuis la division de l'île, depuis qu'il était tout enfant. Et donc, c'est avec ce personnage d'aller essayer de creuser qu'est-ce qu'il ressent quand il vit ça. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de l'histoire de sa famille derrière? Quelles sont toutes ces appréhensions qu'il a vraiment de sa vie actuelle par rapport à tout ce passé qui l'entoure? Euh, et donc, je pense que je me suis encore plus autorisée à lâcher et aller découvrir avec lui le passé de l'île, quoi. D'accord, d'accord. Et alors, pour terminer, comment vis-tu ton confinement? Eh bien, il y a des hauts et des bas, je pense, comme un peu pour tout le monde. Au départ, je trouvais ça plutôt excitant, ces temps où du coup, on devait voilà, être avec soi-même et se mettre justement à écrire. Peut-être je me suis lancée dans un journal de confinement avec beaucoup de plaisir. Puis il y a eu des moments plus durs où je me demandais à quoi ça servait finalement, et parler de soi et parler de son écriture, alors que derrière, enfin, autour de nous, voilà, à l'extérieur, il y a des gens qui sont malades et des gens qui meurent. Et donc pendant plusieurs jours, j'ai vraiment manqué de sens. Je me suis même demandé à quoi servait l'écriture quand finalement la mort est si près. Et puis, quelques jours après, je me suis dit, bah si, justement, c'est peut-être de partager ce ressenti-là, de partager son amour des livres, son amour de l'écriture, et de pouvoir juste dire ça. On est vivant, on a la chance d'être vivant, on peut écrire, on peut donner un petit moment de liberté à ceux qui lisent, et peut-être donner aussi envie d'écrire. Et voilà, ça suffit à faire avancer les jours les uns après les autres.
Magnifique. En plus, je ne révèle rien si je dis que tu as 3 enfants dont tu t'occupes pendant ce confinement. Ce Oui, qui donne voilà, ça réduit pas mal le temps d'écriture. Un grand merci à toi, Natacha, et bonne merci à écriture. toi, Aude. Merci beaucoup.